J'ai prévu beaucoup de choses. Je vais évidemment, une fois de plus, c'est un numéro, vous pouvez vérifier sur le web parce qu'il y a plein de vidéos. À chaque fois, je fais le coup. J'ai prévu un programme et je vais pas jusqu'au bout. Mais enfin bon, c'est aussi une manière de vous inviter à poursuivre et à continuer ou à lire ce qui existe. Et puis, moi, je pense que tout se fait dans la durée. Il n'y a pas de solution miracle et encore moins électorale immédiate. Bon, les promesses, c'est une chose. Et donc, j'avais prévu 7 points pour répondre un peu au cahier des charges, de ce que j'avais compris de l'objet. Donc, revenir un peu sur une histoire d'un concept créé donc, par la sociologie pragmatique qui a eu une fortune politique assez incroyable, donc celle des lanceurs d'alerte, puisque c'est nous qui avons inventé le concept pour des raisons très précises au départ, de description, de compréhension de ce qui se passait. Il se trouve qu'il existait un concept aux États-Unis qui était whistleblower, mais qui n'avait pas été investi de la même manière par les traditions intellectuelles, et que d'ailleurs les Canadiens avaient traduit par dénonciateur dans le droit canadien. Parce que les Canadiens sont intéressants parce qu'ils travaillent dans les deux langues, et c'est un observatoire Et depuis, les Canadiens ont changé et ont transformé whistleblower en lanceur d'alerte. C'est quand même... Je pourrais leur demander les droits d'auteur, mais... Voilà, donc on n'est pas comme ça. Donc je voulais revenir là-dessus. Donc vous voyez, déjà, j'ai grillé du temps, là. Ensuite, tout ça pour vous dire que l'alerte, ça a du sens par rapport à une anthropologie de la vigilance, enfin une sociologie de la vigilance, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être présent au monde? Qu'est-ce que c'est qu'être présent au monde? Et pour moi, alors c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est un peu orthogonal par rapport aux approches plus classiques de la sociologie, mais qui sont fondamentales, qui fait qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est face à l'éclatement des régimes de vigilance et où justement, c'est le point 3, une certaine logique sécuritaire tente de réaligner et de réorganiser ce qu'est la présence au monde. Et en France, on a malheureusement maintenant un recul important, puisque, je prends le cas français, bon, on peut prendre aussi les États-Unis ou d'autres, les Anglais aussi sont pas mal, puisque j'ai un collègue là, qui me racontait comment il devait signaler les comportements anormaux. Ils ont tout un questionnaire, etc., dans les universités britanniques. Dès qu'il y a un truc qui leur paraît un peu louche, paf, c'est codé et c'est renvoyé à la police. Donc c'est sérieux. Donc on est passé de l'ère Sarkozy 2002-2012, bon, comme vous le savez, on en est débarrassé, enfin en tout cas au moins pour quelques années. Enfin, bon, on a quand même beaucoup souffert, puisque au fond, on était dans une extension de la logique sécuritaire qui était assez incroyable, et qui s'est pas du tout résolue, puisqu'aujourd'hui, au contraire, elle s'est transformée littéralement en état d'urgence permanent. Comme vous le savez, on ne sort plus de l'urgence. Alors, évidemment, les attentats, comme événement marquant, dramatique, jouent leur rôle dans ce nouveau régime, etc., mais évidemment, produisent des transformations et changent complètement le sens des notions. Et alors, on ne peut plus employer l'expression de sens commun. C'est des pervers, les politiques. Si on dit sens commun, aujourd'hui, on va dire, tu veux parler des mouvements catho qui est le résultat de la manif pour tous, donc anti-mariage homosexuel, etc. Et le fait d'appeler ça sens commun, vous vous rendez compte, tous les mots sont piégés. Donc le travail que je vais présenter, c'est une tentative de reconstruire une sociologie avec des notions qui échappent, mais c'est toujours très difficile. Un moment important, mais je dirais très vite, c'est l'affaire Snowden, pour moi, qui a été en 2013 un basculement, un turning point très important dans ce rapport entre la vigilance et la quête de sécurité, effectivement, cette organisation d'une matrice sécuritaire que même Michel Foucault, je pense, n'avait pas fantasmé, parce qu'on en est arrivé à des... Voilà. J'avais prévu une petite promenade sur les centrales nucléaires françaises avec ce que j'appelle la traversée des drones, parce que ça a été un moment épique de la tension, justement. Vous savez que les centrales nucléaires ont été survolées par des mystérieux drones, et on ne sait toujours pas, d'ailleurs, exactement qui sont les auteurs de ces survols. Et ça a mis la France dans un état de panique extraordinaire. Et puis, je voulais revenir sur des concepts qui sont assez importants. Donc, tu as rappelé rapidement un peu les travaux que j'ai pu faire seul ou avec d'autres, qui sont ces deux notions de prise et d'emprise, qui sont donc une manière de reformuler. C'est de la reformulation. Ce que peut être la domination, je préfère l'appeler emprise aujourd'hui, et les théories de l'action, parce que la pratique, c'est plutôt la production des prises. Sur quoi on a prise, sur quoi on peut agir, sur quoi on a des capacités, on peut dire, etc. Et je voulais finir aussi sur un point qui est pour moi important dans un bouquin qu'on est en train de finaliser avec un collègue, sur les réactions citoyennes à tout ça. On est face aujourd'hui à une constellation de possibles, et je voudrais juste en dire un mot.
Parce que faut quand même. Alors, moi aussi, je suis plutôt pessimiste, mais sous contrainte. C'est-à-dire que je peux être en fait optimiste dans mon pessimisme. C'est-à-dire qu'il y a en même temps, à chaque fois, production de contre-pouvoirs, de contre-discours, d'alternatives. Bon, enfin, c'est vrai qu'il y a des jours où on se demande, mais quand même, si on observe un peu, Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport n'est toujours pas construit, après tout. Je veux dire, les zadistes ne sont toujours pas virés, pas encore aujourd'hui en tout cas. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que la NAS est en train de se former. Je prends Notre-Dame-des-Landes parce que c'est un dossier que j'ai beaucoup étudié, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Bon, une brève histoire des lanceurs d'alerte. Je vais être obligé d'aller vite. C'est une histoire longue déjà, puisque la première fois où j'ai employé la notion, c'est en 1996. C'était pour nommer ceux qui, pour la première fois, disaient il va se passer quelque chose, il va y avoir une catastrophe, ça va péter, ça va exploser, il va y avoir des attentats. À l'époque, c'était il va y avoir des millions de morts à cause de la vache folle. Comment on nomme ces gens-là? Alors, on avait la notion de prophète de malheur. Et prophète de malheur, on avait été voir un gars qui avait justement porté le dossier de l'amiante en France, qui était Henri Pézra, qui était un universitaire très militant. On lui a dit on travaille sur les prophètes de malheur. Vous avez dit mais je ne suis pas un prophète de malheur, moi. Je veux dire, il y a des dizaines de milliers de morts, l'amiante c'est un vrai toxique. Prophète de malheur, c'est dans Tintin, c'est le mec qui voit la fin du monde toutes les 5 minutes. Non. Donc, voilà, on a essayé de trouver une notion en fait qui suppléait au caractère très négatif, très connoté culturellement, justement, de la prophétie de malheur, qui était justement le rejet par les modernes de la version apocalyptique de la religion. Et donc le lanceur d'alerte est né à ce moment-là, et il y a eu toute une histoire, donc je ne vais pas vous la faire parce que sinon je vais griller la demi-heure, ce serait dommage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a commencé à cheminer. Donc c'est beaucoup passé par une collègue juriste qui est Marie-Angèle Hermite, qui l'a beaucoup repris comme un des moments importants pour le droit contemporain. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que protéger l'alerte et le lanceur d'alerte. Ça a été repris par des personnages importants dans l'espace français de l'écologie et de la santé. Il y a eu une première codification grâce à Jacques Chirac, c'est un des rares trucs qu'on doit lui reconnaître, qu'il a mis dans la Constitution française une charte de l'environnement, laquelle charte de l'environnement reconnaît le principe de précaution. Alors c'est important parce que dans le débat politique de la droite française, il est question fortement de le retirer. Alain Juppé ne veut pas le retirer. Mais François Fillon ou Sarkozy ou les autres veulent tuer le principe de précaution qui est supposé empêcher l'économie de se développer, permettre toutes les peurs de se cristalliser sur des risques, etc., etc. En réalité, le principe de précaution, c'est le levier par lequel le lancement d'alerte devient légitime. Puisque quand on lance une alerte, on n'a pas forcément la vérité de ce qui va advenir, mais on a simplement une vision des possibles. Et donc, on lance une alerte pour qu'elle ne se réalise pas. On est dans une contrefactualité prospective. C'est-à-dire qu'en gros, vous dites, il faut agir tout de suite pour éviter que ne se produise le pire. Donc si le pire ne se produit pas, on vous dit, voyez, c'était beaucoup de bruit pour rien. Donc c'est un paradoxe très, très tendu pour les lanceurs d'alerte, qui est précisément de ne pas forcément réussir à prouver que si on n'avait pas lancé l'alerte, il se serait produit la catastrophe annoncée. C'est beaucoup le cas dans le nucléaire, qui est un dossier que je travaille beaucoup. On pourrait y revenir. Bon. Ça a été pris en charge par des politiques, notamment Corinne Lepage, qui est quelqu'un de très bien d'ailleurs de ce point de vue-là, qui est dans une position un peu très centriste, mais qui sur les dossiers environnementaux est quand même très engagé. C'est passé par des programmes nationaux de santé environnementale, je passe, et puis ça a réexplosé dans les années 2010, 12, 13, 14, avec notamment l'affaire du Mediator, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est-à-dire là, ça touche à la pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'au fond, on avait des systèmes d'expertise qui laissaient passer des risques à partir de médicaments, donc antidiabétiques. Donc la loi 2013 institue un droit du lanceur d'alerte, donc là ça passe bien par le juridique, c'est-à-dire qu'on doit protéger les personnes qui, au nom d'un risque sanitaire ou environnemental potentiel, lancent un signal contre évidemment les mauvais traitements, les discriminations, et on va, normalement, cette loi n'a toujours pas été mise en pratique. Donc c'est bien la gauche qui l'a mise au pouvoir, à l'agenda, qui l'a formé, mais qui n'a toujours pas, en fait, réalisé les conditions pratiques de son exécution. Et entre-temps, de nouveaux scandales sont sortis, donc l'affaire Snowden en particulier, mais surtout une affaire dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'affaire LuxLeaks, puis après il y en a eu d'autres, hein, les Panama Papers, etc. Donc en fait, le lanceur d'alerte a changé de statut, c'est devenu un dénonciateur de corruption, de bidouillage financier et fiscaux, etc., etc. Et du coup, ils se sont mis au travail, on refait une loi
qu'on appelle aujourd'hui la loi Sapin 2, parce qu'il y avait une loi Sapin 1, enfin bon, je passe sur les détails, qui modifie complètement la définition du concept de lanceur d'alerte, qui en fait un dénonciateur de délits ou de crimes graves, un dénonciateur individuel, et en fait qui enferme complètement le concept dans une autre histoire politique que celle qui était au départ. Donc, c'était juste pour vous dire que les concepts sociologiques, quand ils rentrent dans la vie publique, en fait, ils nous échappent largement, et que la première chose à faire, évidemment, c'est d'essayer d'en prendre, de mettre à distance. Donc, je renvoie à un dictionnaire auquel Mathieu a contribué, qui est un dictionnaire de la participation, on peut dire, dans lequel on m'a demandé, ou je me suis auto-attribué, parce que j'étais membre du comité de ce dictionnaire, la fiche, la notice sur le lanceur d'alerte, et où justement je prends acte du fait qu'il y a deux sens aujourd'hui. Il y a le sens initial qu'on avait donné, mais vous voyez que c'est important, c'est toute personne, groupe ou institution. C'est-à-dire que pour moi, le lanceur d'alerte, ce n'est pas forcément une personne, c'est pas forcément un individu, ça peut être une personne morale, ça peut être une association, ça peut être un syndicat, ça peut être une institution, ça peut être l'OMS, ça peut être le bourgmestre de Bruxelles, ça peut être la Commission européenne. J'avais laissé la possibilité, en fait, pragmatique, que ce soit un acteur de tout type, de ne pas figer, de ne pas héroïser sur les personnes, et c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Si vous lisez tous les médias, tous les bouquins sur les lanceurs d'alerte, tous les films qui sortent, maintenant c'est au cinéma, c'est à chaque fois seul contre tous, une personne, héroïsée, etc. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Évidemment, l'enjeu, c'était la perception de signes précurseurs, c'est-à-dire de détecter que quelque chose peut aller dans une direction. C'est un enjeu majeur d'une sociologie capable de reconnaître tous les actes de vigilance que font les acteurs quand ils voient venir des choses. Évidemment, c'est fondamental, puisque c'est ça le premier acte de reconnaissance. Non, je ne tiens pas compte de ce que tu me dis. Le premier déni qu'on observe dans les processus d'alerte, c'est quand on n'écoute pas ce que les gens ont à dire. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte leur signal, on dit « oh oui, c'est bon ». Alors, j'avais l'exemple d'une vieille dame qui annonçait qu'un mur allait tomber sur des enfants qui jouaient au foot dans une petite dent creuse là, dans une ville, et le maire l'a fait interner, et puis un jour, le mur est tombé. C'est vrai qu'elle était un peu parano, un peu folle, mais n'empêche qu'elle avait soulevé un problème, et donc la carrière des problèmes publics, très souvent, ça passe par des signes qui ont été lancés, et la grande majorité des affaires ou des scandales qui naissent autour des questions d'alerte, c'est qu'on le savait, ou ça avait été dit, et on n'en avait pas tenu compte. Hein, c'est une figure qui est vraiment assez générale, c'est toujours ne pas avoir tenu compte des signes précurseurs. Et donc, dans les affaires de terrorisme, évidemment, c'est omniprésent. C'est toute la dramaturgie ou la tragicomédie, on peut dire, des fiches S. Vous savez qu'en France, on a des services de renseignement qui regardent mes vidéos, donc je m'adresse à eux à chaque fois parce que ça me fait rire, qui, en fait, ont réussi comme ils disent, à ne pas comprendre les signaux, c'est-à-dire à ne pas savoir les traiter et à laisser passer un tas de signes annonciateurs qui avaient été produits par des gens dans toute la chaîne. Alors, il y a des explications sur lesquelles je n'aurai pas le temps de revenir, c'est qu'il y a eu des changements radicaux aussi dans l'organisation des renseignements, comme vous le savez. On est un peu passé par au tout numérique, mais enfin, on a voulu construire des machines à distance et où on a supprimé un tas de médiations, hein, où des gens connaissaient les personnes, où avaient des prises sur les milieux, et où tout ça, c'est devenu en fait quelque chose qu'il fallait éloigner pour mettre en place un système de surveillance. Oui, le deuxième sens, c'est donc celui qui s'est réimposé là depuis maintenant quelques années, c'est celui, au fond, c'est la définition du dénonciateur. C'est-à-dire que quand vous regardez les discours sur le lanceur d'alerte aujourd'hui dans les textes francophones, c'est, en fait, vous remplacez par dénonciateur, ça ne pose aucun problème. Alors que nous, on a fait tout le travail, les sons précurseurs, c'est tout un bouquin pour dire, il y a la dénonciation, qui est un type d'action particulier, légitime dans plein de cas, et il y a le lancement d'alerte, qui est une autre opération qui consiste à dire il faut agir avant que ce soit trop tard. Et aujourd'hui, c'est replié, c'est refermé. Et donc bon, dans ce texte-là, j'essaye de clarifier le concept, donc je vous renvoie, je ne vais pas le développer. Je voulais juste dire que ça a des conséquences, puisque par exemple l'Agence européenne de l'environnement, avec laquelle je travaille pas mal, j'ai pas mal de contacts et je suis intervenu plusieurs fois chez eux, a essayé de poser au niveau de la régulation européenne des risques un principe d'action et de raisonnement inspiré du principe de précaution qui consiste précisément à ne pas attendre tardivement pour réagir à des signes précurseurs. Vous voyez, le late lessons from early warnings,
C'est vraiment ça, c'est ce mouvement-là, de dire voilà, on a eu une quinzaine ou une vingtaine de cas où on a mis trop longtemps à réagir, l'amiante étant évidemment le cas le plus patent, mais il y en a eu d'autres. Il faut être capable de traiter en amont les prises de parole, les inquiétudes, plutôt justement que de les traiter en aval et d'en faire du business, ce qui sera le point suivant. Je vous renvoie à ces deux rapports qui sont énormes, personne ne les a lus intégralement. C'est des masses, c'est un travail collectif sur plusieurs années. Il y a eu donc un premier volume en 2001 et ils ont remis ça en 2013 en mettant à jour un certain nombre de questions. Et évidemment, il y a eu un peu de nettoyage, c'est-à-dire que les leaders de ce mouvement à l'agence européenne ont pris leur retraite pour certains ou sont partis, puisque c'était un petit peu trop militant, on va dire, un peu critique. Si tant dit, la nouvelle direction est aussi... Alors, ça, c'est très pointu. Je pense que je vais rester sur le point 1 si je continue comme ça, mais c'est pas grave. Parallèlement au lanceur d'alerte, j'ai développé un autre concept, mais qui n'a pas du tout marché, lui. Mais alors, c'est un flop intégral, quasi. Bon, pas les bons sociologues qui savent lire les bons textes, etc., mais c'est-à-dire une poignée de gens, quoi. L'empreneur, il me fallait une fonction symétrique au lanceur d'alerte, c'est-à-dire celui qui tient les autres et qui, en fait, fait l'inverse de l'alerte, c'est-à-dire qu'il va, en fait, dire « tout va bien, il n'y a pas de problème, ça baigne, écoutez-moi, on va faire ceci, cela, etc. » Celui qui tient les autres, donc l'empreneur, c'est celui qui produit de l'emprise. Hein, c'est très simple. Alors, ça existait en vieux français, cette expression-là, en fait. Mais il n'a pas tellement été développé. Alors, très difficile à traduire en anglais. Là, je travaille sur une traduction anglaise. C'est pas évident, mais on a trouvé une astuce. Je ne vous la livre pas encore. Donc, l'empreneur, c'est celui qui, au fond, va réussir dans un monde sous contrainte de justification, où les choses sortent publiquement, où on peut toujours critiquer tout en apparence, arriver quand même à produire de l'influence et du pouvoir. Donc, c'est une nouvelle modalité, un nouveau type de domination, dirait un successeur de Max Weber. Donc là, je me suis amusé, à la demande de collègues, de clarifier comme une espèce de typologie weberienne, justement, les deux types idéaux, du lanceur d'alerte et de l'empreneur. Le lanceur d'alerte, il ouvre un processus de discussion, en fait, il crée un problème public, il dit, voilà, il va y avoir un problème, il faut qu'on s'en occupe. L'empreneur, il brouille les signes. Il cultive l'ambiguïté, il joue de l'équivoque, il opère sur des scènes parallèles, et en fait, il va manier des marques de légitimité, mais toujours, en fait, pour éviter de traiter le problème. Le lanceur d'alerte, il a pour but d'éviter que le danger et le risque ne se réalisent. L'empreneur, lui, il va surtout fabriquer un système de contraintes pour faire en sorte que les discours des autres et les possibilités des autres soient tenus, etc. Bon, je ne vais pas tout développer, on pourra y revenir. Ça mériterait, en fait, tout un séminaire et un machin. Mais c'est important de voir qu'en fait, il nous faut des catégories analytiques pour comprendre ce qui se passe et pour renouveler un peu l'intelligence dont on a besoin. Alors, j'en viens rapidement au régime de vigilance, parce que tout ça va réinterroger, en fait, qu'est-ce que c'est qu'être vigilant. Aujourd'hui, c'est devenu un mot d'ordre. En France, d'ailleurs, on augmente le degré de vigilance. C'est quelque chose qu'on peut augmenter visiblement sans fin. On est toujours plus vigilant. Les ministres vous disent qu'ils vont être vigilants quand vous avez un problème qui est donc c'est quelque chose qu'on visiblement on peut tout le temps augmenter la vigilance. En réalité, on sait très bien que non. D'abord, l'attention et la vigilance, c'est quelque chose qui, d'un point de vue écologique, justement, d'un point de vue de participation au monde, c'est très difficile à tenir. On s'endort, on regarde dans une direction et pas dans une autre. Il y a toujours des signaux extrêmement ambigus à prendre en compte, etc. Donc, pour traiter ça, je m'appuie là sur un ouvrage collectif qui est passé inaperçu, comme les bons ouvrages en général. Il s'appelle « Être vigilant, l'opérativité discrète de la société du risque ». Il a été coordonné par Jacques Roux, qui était un collègue qui maintenant, je pense, est retiré à la retraite, mais qui était au CNRS à Saint-Étienne, où il y avait un centre de recherche très, très intéressant. Et il avait réuni des chercheurs, et il m'avait demandé de faire la préface, parce que bon, j'avais quand même déjà pas mal investi la question. Et donc, on a eu des discussions assez intéressantes sur la vigilance. Donc, du coup, j'ai fait aussi une notice sur la vigilance dans le dictionnaire de participation. Je me suis dit, c'est un espace d'expression. Et vous trouverez, en fait, là aussi, un travail sur les significations, etc. Alors, dans le dictionnaire, j'avais isolé 2 sens, mais surtout, j'avais essayé de caractériser 4 régimes assez différents. Chacun mériterait là aussi un exposé avec des exemples, etc. Mais d'abord, la vigilance, c'est une forme de présence au monde. On peut dire que c'est une façon de parler de la perception. Être vigilant, c'est être attentif à son environnement, prendre en compte les existants, traiter l'interaction,
c'est goffmanien au sens fort, mais c'est plus que ça, je dirais c'est une phénoménologie foncière. C'est le meilleur auteur pour moi, encore à ce jour, c'est Merleau-Ponty. C'est par le corps propre, je fais attention à tout ce qui me vient du sensible, j'habite littéralement le monde dans lequel je suis. Et donc on peut dire que c'est le premier sens, le sens noble de vigilance, être éveillé, être présent. Donc ça devient synonyme de présence, d'éveil, hein, d'attention, de concernement si vous voulez, et pour moi de prise au sens fort du terme. Évidemment, en face, on a une autre définition de la vigilance qui est une technologie fermée de surveillance, donc c'est la caméra de surveillance. Vous avez un centre de surveillance avec des vigiles, hein, qui se sont évidemment de plus en plus technicisés aujourd'hui, et vous avez en fait plus besoin d'être présent. Au contraire, vous organisez l'absence, c'est-à-dire que vous avez tout un appareillage qui scanne en permanence en fait un univers computationnel, hein, computationnel au sens où il a été rentré dans une machinerie qui peut le numériser, le rendre calculable, etc. La troisième forme qui s'est imposée ces dernières années, c'est le mot d'ordre. C'est la vigilance qui n'est plus ni la technologie, ni la présence éveillée, c'est l'exigence de vigilance comme mot d'ordre des pouvoirs. Hein, tout le monde doit être vigilant, surtout évidemment dans les quartiers où il y a des problèmes. Hein. Et donc on va former une espèce de nouvel esprit de la vigilance qui est celui en fait de l'attention collective permanente qui va générer cette espèce de climat d'insécurité, d'inquiétude, puisque évidemment ce qu'il va produire, c'est qu'il va créer une tension forte avec la première forme. La forme ordinaire de la vigilance qui est simplement de se couler dans un monde. Une anecdote, c'est que j'étais à Bogota justement, puisque je travaillais pas mal avec la Colombie à une époque, maintenant c'est plus le Brésil, mais donc on m'avait interdit de sortir de l'hôtel, évidemment. Vous êtes dans la vieille ville de Bogota, vous voyez, etc. Et puis vous ne sortez plus. Vous êtes enfermé parce qu'en tant qu'étranger, vos collègues universitaires ne veulent pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Et là, je leur dis, mais moi, j'ai une concept de vigilance qui consiste à dire on peut commencer à faire un petit tour, voir comment ça se passe, et puis le lendemain on revient, on prend ses marques, etc. Non, pas question, etc. Donc, je l'ai quand même fait. Mais en fait, en faisant des cercles concentriques, j'ai fini par faire le tour de la ville. Et évidemment, ils ont vu avec les photos que j'avais prises que j'étais sorti sans autorisation. Donc après, il y avait toujours quelqu'un flanqué avec moi pour m'accompagner. Voilà. Donc c'est le problème du degré de liberté qu'ont les acteurs dans cette forme. Si vous entrez dans la troisième forme de vigilance, vous avez une espèce de paranoïa collective qui vous donne la réputation d'un quartier. Vous n'y allez pas. Tu ne sors pas tout seul dans ce quartier. Voilà. Après, les réputations sont extrêmement variables et quand vous avez la pratique d'une présence au monde, dans un monde quelconque, vous avez effectivement tout de suite des prises différentes et vous déconstruisez en fait. La quatrième forme, c'est la forme utopique rousseauiste que portent notamment nos collègues d'un groupement scientifique qu'on aime bien, qui est celui qui s'appelle Démocratie et Participation. C'est la vigilance citoyenne qui est devenue activité critique. Hein. Il y a énormément aujourd'hui de groupes citoyens qui revendiquent justement une vigilance critique. Et vous voyez que ces quatre formes en fait, vont entrer en tension et créer une dynamique assez complexe. Alors, le problème de la sociologie, ça va être de toutes les traiter avec la même dignité descriptive. Celle-là, par exemple. Une définition possible de la participation citoyenne, c'est les voisins vigilants. Et vous voyez tout de suite que ce qui est intéressant dans ce panneau, il est magnifique. Pour votre sécurité, la ville est dotée, sur certains espaces publics, de caméras de vidéoprotection. Bon, vous savez. Donc vous avez l'assemblage des différents types que j'ai signalés. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer. Alors, là où je suis pessimiste et où je vais, en fait, je prends à l'envers le problème que tu as soulevé, mais c'est ça, c'est comment la logique sécuritaire qui est montée sans cesse au niveau des pouvoirs s'est nourrie, en fait, de ces formes. Alors, là, par exemple, nous avons un rapport qui a été remis en 2006-2007, qui a circulé dans les cercles de la sécurité en France. Bon, je l'ai eu parce qu'un type a essayé de me soudoyer d'une certaine manière, de me dire venez travailler avec nous sur les questions d'alerte. Et en fait, autour d'une notion d'alerte globale, où quand on lit le rapport, on est sidéré. Alors il n'est pas public celui-là, mais moi je l'ai. Il mélange absolument tout. On passe du gamin de banlieue à Abu Ghraib. D'Abu Ghraib, vous vous rappelez le fameux scandale des prisons en Irak. D'Abu Ghraib, évidemment, au groupe AZF, qui était un groupe
de gauchos, d'ultra-gauche, jouant plus ou moins avec les limites en fait, de l'action terroriste, de la menace terroriste en France. On a Al-Qaïda, évidemment. On est sur des problèmes de dissémination de méchants un peu partout, du ressentiment, hein, puisqu'il est question aussi de milieux, etc. Vous voyez, la fracture entre les inclus et les exclus, la mondialisation qui ne sépare plus des États mais des groupes à l'intérieur de toutes les sociétés, porteuse de nombreux problèmes et notamment de terrorisme. Bref, c'est extraordinaire parce que ce texte, en fait, donc je l'avais démonté dans un débat au Sénat. J'ai reçu une lettre de l'auteur qui me dit « Vous n'avez pas compris, on entre dans une ère de déstabilisation, moi je fais mon boulot, je suis là pour la sécurité des Français, etc. » Enfin, bon, parce qu'en fait, à un moment donné, tous ces dispositifs vont être réalignés dans un programme politique et vont générer des choses comme ça. Donc ça, c'est un rapport produit par le syndicat des sociétés de surveillance. À la limite, si j'ai fini mon topo là-dessus, ça suffit, j'ai dit le principal. C'est-à-dire qu'en gros, on a un business de la surveillance derrière tout ça qui est sidérant. Avec des chiffres, alors là, je me suis arrêté en 2011 volontairement, parce que c'est un rapport qui est un... Vous voyez que la crise de 2008, normalement, bon, alors, il y a une petite inflexion, c'est vrai, ils ont subi la crise de 2008, enfin, vous voyez que par rapport à bien d'autres secteurs économiques, la sécurité, ça repart sur tout, etc. Vous avez en gros 5% d'augmentation du chiffre d'affaires de ces sociétés en permanence, et vous avez surtout une démultiplication des instruments et des produits de surveillance, hein, qui vont évidemment vers la télésurveillance, les systèmes de géolocalisation, les badges, la biométrie, la sécurisation des systèmes de communication, etc., etc. Et vous avez en fait aujourd'hui une industrie qui est absolument hallucinante. Donc, ok, discours sécuritaire comme renversant justement l'expérience ordinaire pour l'instrumentaliser à des fins politiques, mais avec cette médiation qui est absolument nécessaire si on veut comprendre ce qui se passe, qui est la construction d'un business de la sécurité. Alors, là où je suis optimiste, sous contrainte, c'est que, évidemment, ça réveille des vigilances critiques, le quatrième modèle que j'ai. En France, on a eu un groupe qui, malheureusement, a un peu arrêté ses activités, qui était très centré sur des questions de privacy, donc de défense de la vie privée, qui n'a pas du tout la même, là aussi, dans les contextes anglo-saxons et dans les contextes francophones, les concepts ne sont pas les mêmes, mais qui avait développé en France un exercice très intéressant qui était les Big Brother Awards. C'est-à-dire tous les ans, on remettait des prix, en fait, des pires projets ou réalisations conformes, en fait, au modèle de Big Brother, c'est-à-dire de construire une société de surveillance, etc. Donc, je vous invite, c'est en ligne, hein, vous avez depuis 2000, ils se sont arrêtés en 2010, alors sûrement sidérés par la Sarkozy, parce que Sarkozy avait tellement eu de médailles, de prix, etc., que de toute façon, on ne pouvait plus arriver à le dépasser, c'est un peu comme, vous voyez, on est arrivé aussi... Et ils ont essayé en 2013 de repartir. Et ce qui est intéressant pour vous, qui travaillez sur la ville beaucoup, c'est que c'est beaucoup des expériences locales. C'est-à-dire que justement, là où ils se rendent compte que par rapport aux premières fois où ils avaient surtout les grands méchants, les sociétés de surveillance les plus connues, ou les militaires, etc., etc., là on avait vraiment des élus, des initiatives locales, en fait, de faire de la surveillance. Donc, par exemple, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, qui est le recueil décomplexé de données personnelles des usagers qui se présentent au service social. Donc ils ont à chaque fois scanné comme ça toutes les opérations qui, l'air de rien, construisaient cette police, hein, des populations, etc. Donc je vous passe, parce qu'on pourrait rentrer dans les détails. Il y a à la fois des dimensions données de consommateurs par des groupes type Auchan, etc., des gens qui cadrent les débats publics et qui surveillent les opposants, etc., des sociétés qui construisent des outils et qui vont les vendre à des pays où la démocratie n'est pas, disons, la première qualité, etc., etc. Donc, vous avez un travail critique, et la sociologie pragmatique des alertes et des controverses, évidemment, travaille à la fois sur les acteurs critiques et sur les dispositifs, hein, qui se mettent en place. Et donc, c'est bien cette symétrie qui me paraît importante à développer aujourd'hui. Je passe sur ça parce que là c'était aussi un moment important qui est la critique des nanotechnologies
En France, on y reviendra. Là, c'est intéressant aussi, vous voyez, donc là, c'est la prospective. Les 10 segments les plus porteurs pour les industriels et les startups de la sécurité, c'est le suivi et le traçage, les drones et les robots, la sécurité des applis, des données, le renseignement, l'audit et le conseil cyber, l'infogérance, la mise en œuvre cyber, le conseil sécurité. Enfin bref, ce sont des activités qui visiblement sont celles qu'on va encourager à développer pour les jeunes entrepreneurs. Et donc, on a bien quelque chose qui est en train de se construire. Du coup, quand arrive en 2013 les révélations de Edward Snowden, c'est comme une espèce de séisme dans ce milieu-là. Parce qu'évidemment, ça brise quelque chose qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été fait. C'est-à-dire, de l'intérieur des agences de renseignement américaines, quelqu'un qui est parfaitement au parfum et qui sait très bien de quoi il parle, va révéler mondialement ce qui paraissait comme une anti-utopie. Je me rappelle encore des débats avec des sociologues interactionnistes de la police, je ne citerai pas de nom. Ouais, c'est les parano, etc., la société de surveillance, voilà. Mais là, pour le coup, Snowden, il révèle que tout à coup, ça a pris forme. C'est qu'il y a véritablement des organisations qui passent leur temps à scanner les informations et à utiliser, évidemment, le numérique. Donc, je ne vais pas rentrer dans l'affaire Snowden, ça, c'est une analyse qu'on fait avec nos outils logiciels de comment évolue le débat, je voulais en dire un mot. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que des acteurs critiques vont se saisir de l'affaire Snowden pour essayer justement de construire des contre-pouvoirs et de construire cette vigilance critique citoyenne qui est le régime le plus difficile à construire, évidemment. Tout ça pour dire, c'est un petit passage rapide, que dans ces affaires, un élément important, c'est le turning point. C'est-à-dire le moment où quelque chose se passe et où le récit d'avant et le récit d'après ne peuvent plus être les mêmes. Vous ne racontez plus la même histoire. Et donc c'est important d'introduire une dimension temporelle dans les récits. C'est-à-dire ce n'est pas simplement un récit qui serait comme ça une espèce de forme symbolique qu'on atteindrait et qui ne bougerait plus. Et Ricoeur lui-même était quand même très sensible aux questions de temps, évidemment. Et donc, moi, je m'appuie beaucoup sur ce concept qu'a un peu formalisé Andrew Abbott. Il n'est pas le seul, parce que le tipping point, le turning point, c'est une vieille affaire. D'ailleurs, le tipping point, ça vient d'études urbaines, en fait. C'est justement quand des quartiers basculent. Et ça a beaucoup été utilisé aujourd'hui par des écologues ou des climatologues. C'est le moment de basculement où un système ne revient plus ou même à la position d'équilibre initiale. Et donc, c'est quelque chose d'important parce que dans les controverses, ça je vais passer, je voulais vous montrer l'effet que ça peut avoir sur des sphères assez... ça a des effets. Par exemple, à partir du moment où des lanceurs d'alerte se multiplient et révèlent des processus, ça crée évidemment un changement dans le regard sur les choses. Ça a été notamment le cas au moment des révélations de Panama Papers. Il y a un acteur qu'on aime beaucoup chez nous, puisqu'on va lui régler son compte bientôt, là. François Hollande, il dit, bon, ben là, il faut faire quelque chose, parce que quand même, voilà. Et en fait, Edward Snowden a répondu, really? Il va faire quelque chose, parce que Edward Snowden avait demandé l'asile à la France, évidemment, il n'a jamais reçu de réponse. Alors, il y avait un vague argument qui est rappelé ici. Alors, dans ce texte, qui est un texte que je ne sais absolument pas qui n'est pas produit, du coup, il remonte à la définition de whistleblowers et ils reprennent la définition de Chateaubriand-Torny dans les Sombre précurseurs in English. Ce qui montre bien quand même qu'il y a un travail continu de réflexivité et que la sociologie n'est pas hors sol. Elle est embarquée dans ces affaires-là. Et c'est là que notre responsabilité est absolument centrale et que donc les boucles de vigilance, nous devons évidemment les appliquer aussi à nos propres... être capables. Donc ça, c'était la dernière trouvaille, puisque vous savez qu'un deuxième Snowden a surgi qui a révélé qu'un des immeubles de New York, un peu énigmatique, contenait effectivement une grosse machinerie de surveillance, et à l'intérieur duquel, donc je suis en train d'étudier le dispositif qui est révélé, c'est assez compliqué, pour espionner en fait la quasi-totalité des communications mondiales. Donc on a effectivement des révélations qui deviennent tangibles. Bon, sur les drones, c'était une affaire drôle. En deux mots, j'ai beaucoup travaillé sur les questions nucléaires. C'est typiquement des controverses de longue durée qui m'intéressent pour savoir au fond comment les acteurs parviennent à imposer une politique ou au contraire à trouver des prises critiques pour dire il faut fermer les centrales ou il faut arrêter ou il faut changer tel ou tel élément, ne pas enfouir les déchets. Enfin, vous connaissez comme moi toutes ces problématiques-là. C'est vrai que c'est un dossier où on a constamment des choses qui se passent. Et donc,
Fin 2014 et début 2015, on voit des centrales survolées par des drones avec une énigme. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple que même Greenpeace, qui donc a fait des opérations des performances, de surgissement sur des centrales pour justement montrer les failles de sécurité, dit c'est pas nous. Et donc c'est d'autant plus grave que comme c'est pas nous, ça peut être des gens extrêmement dangereux, dont des terroristes. Et donc, révélant la vulnérabilité, on voit comment les boucles de vigilance critique, en fait, réinterrogent les dispositifs, et sont donc des moments, donc je vais passer vite là-dessus, mais par exemple au site de La Hague, si vous voulez balancer un drone bourré d'explosifs dans une des piscines de combustible irradié, compte tenu, je ne vais pas faire une interrogation écrite, mais voilà, vous avez tant de kilos ou de tonnes de plutonium concentré dans un volume d'eau radioactive, etc. Combien vous faut-il d'explosifs pour provoquer, je ne sais pas, 300 Hiroshima? Vous voyez, donc ce genre de trucs surgissent publiquement. Et donc, ces processus sont des révélateurs continus des mondes dans lesquels agissent des acteurs et rendent possible, en fait, des interventions critiques qui autrement étaient totalement invraisemblables. Ça, c'est quelque chose qui mériterait aussi une conférence, c'est que l'Agence nationale de la recherche, donc qui est censée financer la recherche aujourd'hui, fait un appel à projet flash, ça j'adore ça, c'est-à-dire qu'il faut réagir vite et faire des propositions pour lutter contre les drones aériens qui surgissent dans des zones sensibles. Donc un appel des chercheurs, comme on a fait pour la radicalisation, pareil. Tout à coup, le directeur du CNRS décide que les sciences sociales vont se mettre au service de la lutte contre le terrorisme et on va construire des campagnes de déradicalisation à fond, hein, il faut aller vite, donc on ne réfléchit pas trop à ce qu'on fait, et ça produit des effets terribles. Bon, un des effets immédiats de ce truc-là, c'est que les militants antinucléaires sont évidemment beaucoup plus réprimés qu'ils l'étaient avant. Donc vous avez des effets terribles de ces processus, notamment sur le fait que les drones devenaient un des outils de la critique environnementale, puisque de plus en plus d'acteurs s'en saisissaient pour faire de la mesure et de la surveillance de l'environnement. Et j'en veux pour preuve un exemple qui marche bien, parce que vous savez que là, vous avez tous reconnu Fukushima, et donc les mesures de radioactivité officielles produites par TEPCO et les autorités japonaises. Et là, vous avez les mesures faites par des collectifs citoyens mobilisés par des ONG avec des capteurs mobiles et qui produisent en fait une toute autre cartographie de la radioactivité. Donc le contre-pouvoir vigilant, là, il a besoin de la métrologie. Si vous sanctionnez l'usage, si vous cherchez à construire un monopole au nom de la sécurité des techniques que vous pouvez utiliser pour faire de la contre-mesure, évidemment, vous cassez la dynamique critique. Donc vous voyez que le rapport de force, je passe là-dessus, mais c'est un des enjeux majeurs aussi sur la pollution de l'air, est central. Alors, j'ai 5 minutes, c'est ça? Oui. Je vérifie. Non, je ne veux pas trop déborder. Tout ça, moi, m'a amené à réviser un peu, à faire un retour sur les concepts qu'on avait pas mal développés, qui étaient devenus un peu même en mode quasi-automatique, prise en prise, ça marche bien. Et pour essayer de comprendre, au fond, comment on peut développer aujourd'hui ce que j'appelle une pragmatique des transformations. C'est-à-dire comment tous les dossiers qu'on étudie à fond, parce qu'on est à fond là-dessus, je ne vous les décris pas en détail, parce que je pas rentrer, si je rentre dans le no-shell gas ou dans les gaz de schiste, dans la radioactivité, dans les pesticides ou dans les OGM, voilà, c'est ce qu'on fait dans nos séminaires, il y en a pour des années, quoi. Donc vous trouverez des rapports en ligne, des bouquins, des machins, c'est des dossiers énormes, mais qu'il faut décrire par tous leurs aspects. L'idée, c'était d'essayer de dire, bon, on a un premier modèle qui est celui donc, de la balistique sociologique, qui consiste à essayer de dire, bon, on peut essayer au moins de caractériser les changements de phase de ces dossiers-là, comment ça émerge, comment ça passe en controverse, comment ça devient politique, comment ça se régule, les décisions qui sont prises, interdire, autoriser, mesurer, tout ça, et comment ça rebondit. En sachant qu'un point qui est très important par rapport à la question des problèmes publics, c'est que tout ça ne peut fonctionner que parce qu'il y a des milieux qui réagissent. Des milieux, on ne sait pas ce que c'est des milieux. Alors on m'a beaucoup questionné là-dessus. Alors j'emploie le mot milieu à la fois au sens d'Augustin Berck, un anthropologue géographe que vous connaissez sans doute, qui a beaucoup travaillé sur le Japon, et en même temps au sens de Gilbert Simondon, c'est-à-dire de ce qui va accompagner en fait les acteurs qui surgissent, les agriculteurs, les viticulteurs du Médoc, on travaille beaucoup sur cette région-là,
L'intérêt de travailler là-dessus, c'est que bon, le pinard n'est pas trop mauvais, même s'il est plein de pesticides. Les milieux, c'est extrêmement compliqué, donc il faut y aller. On ne peut pas comprendre les trajectoires des problèmes publics si on ne va pas regarder comment ça réagit dans les milieux. Si vous voulez comprendre, par exemple, la mobilisation anti-gaz de schiste, il faut aller voir les milieux ardéchois locaux qui se sont mobilisés, comprendre les milieux des géologues, aller voir les différents acteurs, etc. Et donc, évidemment, le rebondissement qui va se produire ici, parce que les trajectoires ne sont jamais complètement terminées, ça peut être un accident, un conflit, une action légale, une nouvelle alerte, une consultation publique, une nouvelle découverte scientifique, évidemment, un attentat, donc une rupture, qui fait que ça relance et ça réveille des milieux qui avaient digéré plus ou moins bien, et c'est là où la notion de ressentiment est importante. Très souvent, les acteurs ruminent longtemps les choses, ne s'expriment pas. J'ai même un acteur qui a inventé cette belle notion, qui est un acteur de la Confédération paysanne, donc anti-OGM, qui un jour m'avait entendu parler, il m'a dit « Ouais, vous faites votre miel parce que vous analysez tous les discours, mais on va créer des arènes de silence. On ne va plus rien dire. » C'est exactement ce qui est en train de se passer dans les scènes électorales à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'on a déploiement de cadrage rhétorique sur les possibles et le légitime, Brexit, pas Brexit, Trump, pas Trump, etc., Le Pen, pas Le Pen, etc. Et vous avez des arènes de silence qui se sont construites, dans lesquelles les acteurs déploient leur rumination. Rumination, c'est un peu plus drôle que ressentiment, qui est c'est plus lourd, quoi. Enfin, c'est bien ça que ça veut dire, c'est-à-dire que les milieux, en fait, n'avaient pas digéré certaines résolutions ou certaines non-résolutions, et à l'occasion d'un événement, ça remonte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de caractériser. Bon, voilà, je vais vite. De deux manières, je devrais m'arrêter là, je vais juste vous montrer la dernière planche après. Soit de manière littéraire, avec une inspiration très bien connue chez vous, hein, qui est celle, d'ailleurs, c'est à une collègue belge que je dois avoir pensé à la balistique de Gaston, c'est-à-dire la trajectoire complètement non linéaire et chaotique quand les acteurs surgissent pour s'occuper d'un problème. Et évidemment, la balle part toujours dans une direction imprévue, et donc vous avez toujours ce truc. Et une version un peu plus modélisée, qu'on fait avec des logiciels faits maison, hein, consiste à essayer de caractériser les possibles, avec aussi la contrefactualité. Que se serait-il passé si c'était retombé plus vite? Que se serait-il passé si, au lieu d'annoncer fièrement qu'on vend des rafales au machin et qu'on va bombarder je ne sais pas quoi avec la coalition truc, on avait fait ça discrètement, professionnellement, par exemple? Que se serait-il passé si on n'avait pas éliminé Kadhafi de la même manière? On aurait pu l'éliminer autrement. Que serait-il passé si en 2003, et là la France pour le coup avait été vertueuse, et d'ailleurs à ma connaissance n'a pas été punie, entre guillemets, je ne dis pas que c'est bien de les punir, hein. Enfin, Madrid a été puni, Londres a été puni, nous on n'a pas eu d'attentat, il me semble, la guerre en Irak. Pourquoi? Parce que la France n'y était pas. Ah oui. Ben oui, Villepin, peu importe, c'est pas Villepin tout seul, mais on voit bien que le what if est vachement important. C'est-à-dire qu'en fait, quand des décisions ont été prises d'y aller, de ne pas y aller, d'exprimer ou de ne pas exprimer, ça produit des effets sur la suite du chemin. Et donc, on a des trajectoires à décrire qu'on essaye de caractériser. Voilà, alors, aujourd'hui, on en est là. C'est un espèce de grand délire qui va sortir sous forme de bouquin en 2 volumes, donc on est complètement fou. Mais... Pour comprendre ce qui se passe, il faut au moins 6 sociologies. Il faut une sociologie capable d'analyser les discours dominants. On peut prendre du Foucault, on peut prendre peu importe. Mais d'être capable de vraiment déconstruire les matrices discursives qui amènent les acteurs à une espèce d'emprise sur les possibles. C'est-à-dire que on a aujourd'hui des outils pour bien décrire, par exemple, ce que produit le néolibéralisme comme emprise, les technosciences comme emprise, etc. Une sociologie capable de comprendre comment se fabriquent les contre-discours, comment se fabrique la critique, qu'elle soit à l'échelle globale, qu'elle soit à l'échelle locale, qu'elle soit technique, qu'elle soit morale, et surtout comprendre les trading zones, c'est-à-dire les endroits où ces 2 discours contre discours s'entrechoquent et produisent ou non des compromis. On pourrait dire d'une certaine manière le développement durable ou l'économie verte, c'est des formes de résultats de ces entrecroisements. Mais ça ne suffit pas. Il faut comprendre comment tout ça s'organise dans des dispositifs et dans des procédures. C'est beaucoup ce que fait Nicolas Daudy aujourd'hui, qui est un collègue et qui je discute souvent.
C'est-à-dire comment opère l'agir procédural. Parce qu'on peut avoir un discours dominant, mais jamais réussir à le réaliser finalement dans un dispositif qui fonctionne, qui est un labyrinthe, très souvent. On devrait décrire comme la bureaucratie. Ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une sociologie capable de comprendre comment ça émerge et ça circule pour arriver à être pris en compte aussi bien par un dispositif que par des discours dominants. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore deux autres sociologies. Une sociologie capable de comprendre comment se fabriquent des hégémonies sur des milieux. Par exemple, comment EDF, au Blayais, qui est une centrale nucléaire qui est dans la Gironde, sur l'estuaire, au milieu de la vigne, a réussi pendant 30 ans à qu'on ne parle jamais d'elle, fonctionner, sa centrale a fonctionné, et aujourd'hui c'est fini, parce que les viticulteurs ont compris que s'il y avait le moindre incident, je veux dire, le risque de réputation sur les vins les plus chers du monde il est monstrueux, qu'il y a eu Fukushima, que donc l'hégémonie se défait, et en fait ce qu'on voit derrière l'hégémonie, la lumière nous empêche de voir, mais c'est l'ouverture d'un monde école de Chicago, c'est-à-dire une pluralité d'interactions tout à coup, où justement plein d'acteurs sont en compétition pour occuper l'espace, redéfinir les problèmes, créer ces interactions hétérogènes, qui ont beaucoup fait le miel de la plume de Bruno Latour, évidemment. Là on est dans les mondes mêlés, etc. En fait, à Notre-Dame-des-Landes, une partie des arguments, c'est ça, c'est les petites bêtes de la biodiversité qui viennent se mêler à des acteurs, à des agriculteurs, à des occupants historiques, à des écolos, enfin cette espèce de bouillonnement qui va alimenter évidemment le surgissement de nouvelles causes. Donc, ce qu'on a fait dans le dernier bouquin, c'est qu'on a essayé de caractériser ces transformations. On pourrait définir une problématique des transformations, comment au fond, le monde social, c'est constamment des chocs et des transferts entre des logiques qu'on ne comprend pas si on les isole les unes des autres. C'est-à-dire qu'au fond, on peut passer son temps à décrire les contre-discours, par exemple, à faire de très belles typologies de la critique sociale, sans jamais comprendre, du coup, l'effet que ça produit sur le discours dominant. Vous savez que Boltanski, par exemple, a beaucoup dit que le capitalisme avait la force de récupérer la critique. Justement, il faut décrire cette relation. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on ne prend pas, par exemple? Ici, comment ça s'institue, comment ça passe dans le droit, dans les procédures, etc. Enfin voilà, on en est là, et du coup, pour nous, c'est un peu la même attitude finalement. On ne va pas récupérer les notions de terreur, de terrorisme, de sécurité, etc. On va comprendre comment en fait ces jeux de contraintes vont peser et vont générer en fait des réponses. Alors là, c'est que le sociologue redevient normatif. Je pense que c'est mieux s'il y a des réponses citoyennes. Effectivement, même s'il faut de l'État. Par exemple, ici, sur les gaz de schiste, les citoyens ont installé, c'est authentique, hein, c'est pas un montage, hein, vous pouvez y aller, à Villeneuve-de-Berg, en Ardèche, vous avez l'hôtel de ville et la police municipale, et là, vous avez le collectif non au gaz de schiste, qui est devenu, en fait, incident, parce que tout le monde est d'accord dans le village pour s'opposer au projet d'extraction. Je vous renvoie à un ouvrage que vous avez peut-être parcouru, que vous avez peut-être vu, qui est Constellation, qui est une espèce d'histoire très intéressante de toutes les expériences alternatives critiques de ce début du XXIe siècle. Donc évidemment avec un gros zoom sur Notre-Dame-des-Landes, mais il y a plein d'autres cas, notamment l'affaire de la ligne Lyon-Turin, donc tous les actes de résistance et ce que ça a généré comme contre-modèle. Je voulais développer ça, je passe. Je vous avais juste rajouté une petite fugue en Faf mineur. C'est une note bizarre. Alors le Faf mineur, en fait, vous l'avez deviné, c'est François Fillon. Pour montrer qu'en fait, c'est l'enjeu d'avoir des outils d'analyse et de description affranchis, en fait, pour bien comprendre ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, le projet de Fillon, ça va être bien de récupérer toutes les formes légitimes, hein, organiser la résistance de la société française, c'est quand même extraordinaire comme formule. Réduire notre exposition au danger, donc on est vraiment dans la gestion des risques. Expulser les étrangers qui présentent un danger pour la sécurité nationale. Comment vous définissez ça avec aujourd'hui le fait qu'on est dans le potentiel? C'est-à-dire que vous savez que récemment, grâce à cette vigilance technologisée et la paranoïa d'État, il y a un jeune qui avait appelé sa Wi-Fi Daesh 21. 21 parce qu'il est en code d'or. Son voisin, voyant surgir Daesh 21 sur les Wi-Fi de l'immeuble, le dénonce. Et le gars est condamné pour apologie terrorisme.
son avocat a les bras qui lui en tombent, etc. Donc on en arrive à des trucs, et là c'est le programme qui nous est annoncé de continuer ce processus. De continuer ce processus, donc de briser littéralement ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire les capacités de circulation et de retournement des prises et des emprises. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous les dégusterez. C'est en ligne, hein, c'est accessible à tous. Et j'ai appris que quelqu'un de proche a voté pour Fillon dimanche dernier. Bon, ça arrive. Il croyait bien faire, parce que le but premier c'était de virer Sarkozy. Donc là, le travail c'est de lui dire, bon, maintenant que tu as viré Sarkozy, peut-être qu'il faut faire du backtrack. Merci de votre attention. J'ai un peu survolé très vite, mais je voulais vous montrer quoi, il y a une dynamique.